Bonjour et bienvenue dans Duplex, le podcast du Lilbertin. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous demander si la liberté de la presse est menacée en France. Pour répondre à cette question, vous n'entendrez pas vos chroniqueurs habituels, mais trois invités spéciaux. Avec nous, Violette Spielbout, députée Ensemble pour la République du Nord, à l'origine d'une proposition de loi portant sur la protection de la presse et de l'information. Bonjour. Bonjour. Avec nous aussi Virginie Marquet, avocate spécialiste du droit de la presse. Bonjour. Bonjour. Et à distance, Jean-Pierre Canet, journaliste et cofondateur de Cache Investigation. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à vous trois d'être ici présents à l'Assemblée nationale pour ce débat. Alors, il devait faire à l'origine l'objet d'une table ronde à l'Université de Lille qui a été empêchée par des militants. Il nous tenait malgré tout à cœur de pouvoir traiter de ce sujet avec vous trois et sous un autre format, ce podcast. Alors aujourd'hui, on va parler du cas français, de la liberté de la presse, mais il est important avant tout de rappeler qu'à ce jour, dans le monde, 547 journalistes sont emprisonnés pour avoir fait leur travail et rien que leur travail. Ce sont des personnes qui, au péril de leur vie, portent un combat, celui de la liberté et du droit à l'information. Alors justement, c'est quoi la liberté de la presse ? Comment est-ce qu'elle se manifeste exactement en France ? Virginie Marquet, vous êtes avocate spécialiste du droit de la presse. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots quel est l'esprit de la loi de 1881 qui est donc la loi sur la liberté de la presse ? Alors en quelques mots, ça ne va pas être évident, mais en gros, oui, effectivement, c'est une société démocratique n'a de vitalité qu'aussi elle a une presse libre et indépendante. Et donc, il faut absolument préserver cet équilibre qui est de permettre aux journalistes d'informer tous les citoyens. Il faut un pluralisme de l'information qui est essentiel aussi à une garantie d'information indépendante. Et c'est ce que fait la loi de 1881 depuis donc très longtemps et de façon assez bonne. Et voilà, il faut préserver cet équilibre, sauf que la loi de 1881, depuis de nombreuses années, est souvent menacée par des textes en fait, qui viennent tenter, qui sont ajoutés et qui viennent contourner, permettre aux gens de contourner cette loi. Et donc, il faut continuer à défendre cette liberté d'information, même si en France, on est plutôt bien lotis, il faut le reconnaître, mais c'est pour autant, il y a toujours des tentatives d'entaille et il faut lutter contre. Violette Spielbout, quelques mots sur la loi de 1881, son esprit exactement, ce que vous en retenez ? Mais j'en retiens effectivement ce sujet du pluralisme, de l'indépendance, de la liberté, qui est un mot cher à la France, aux Français, et donc à nos journalistes. Et puis, j'en retiens aussi qu'elle est menacée. Elle est menacée aujourd'hui dans un monde qui est très perturbé, à la fois par les guerres, les ingérences, mais aussi par le développement des plateformes et des géants du numérique, et par le changement des usages des Français qui, aujourd'hui, consomment majoritairement l'information sur les réseaux sociaux et en particulier dans les nouvelles générations. Donc ça change notre rapport à la presse. Et puis peut-être dire aussi que ce sujet de mésamour entre les Français et leurs journalistes et leurs médias, avec un taux de confiance qui est un des plus bas d'Europe, doit nous questionner sur cette loi, parce que cette loi, elle doit rester protectrice, mais peut-être qu'elle ne l'est plus suffisamment aujourd'hui pour un certain nombre d'usages et de menaces. Et donc, elle a déjà un petit peu parfois évolué ou été complétée, mais on est dans un moment où on peut plus dire que le journalisme et les médias, aujourd'hui, en 2025, c'est comme en 1881. Il faut regarder certaines réalités en face. Et donc, l'Europe a déjà fait un travail avec l'European Media Freedom Act pour lutter contre la désinformation, protéger le travail des journalistes et puis la transparence de la propriété. Mais il faut continuer de travailler sur ces sujets de façon ouverte, parce que rien n'est simple. Quand on bouge des équilibres, forcément, ça crisse à certains endroits. Justement, sur ces équilibres qui ont été un peu modifiés, aujourd'hui, la loi sur la liberté de la presse, elle est globalement pas remise en question par la classe politique dans les discours. Personne n'attaque frontalement la liberté de la presse. Mais pourtant, ce sont plusieurs petites lois, comme vous le disiez, Virginie Marquet, qui sont adoptées par-ci, par-là et qui peuvent porter atteinte au droit à l'information. C'est notamment le cas avec la loi sur le secret des affaires, dont on va parler. Jean-Pierre Canet, en quoi cette loi sur le secret des affaires, qui vise à protéger un certain secret industriel, peut poser question, voire vous empêcher, lorsque vous réalisez une enquête sur une entreprise ou un groupe industriel ?
Alors, avant de vous répondre, une toute petite remarque concernant la loi de 1881. Le premier article, l'article premier, c'est l'imprimerie et la librairie sont libres. On voit bien à quel point aujourd'hui, avec cette volonté un peu générale de démonter la démocratie, de la remettre en cause et de dire que finalement, c'est peut-être pas le bon régime parce que c'est très imparfait, on est en train de lire Churchill à l'envers, en gros. On voit bien que même cette loi de 1881 pourrait être invoquée par les tenants de la liberté comme Elon Musk au nom de l'expression du tout et n'importe quoi pour justement se retourner elle-même contre la démocratie. Donc c'est une situation et une époque extrêmement perverse. C'était juste une petite remarque au passage qui touche tout le monde et bien au-delà les rapports des journalistes aux politiques. Le secret des affaires, c'est une loi en fait quasi inutile qui a d'abord pris la forme d'un amendement en France quand M. Macron était encore à Bercy, et qui consiste à dire en gros les entreprises ont un certain nombre de secrets industriels, de fabrication, etc. Ces secrets doivent être protégés un peu à l'instar du secret défense, des choses qui sont vraiment vitales et fondamentales. Et donc, dont on parlera tout à l'heure, du secret défense. Oui. Tout à fait. Et donc au nom de ce secret des affaires, qui est vraiment calqué, hein, c'est un peu le même état d'esprit, on va mettre dans une boîte un certain nombre de choses qui sont quasi sacrées, hein, c'est le terme qu'on emploie souvent maintenant quand on parle de secret défense aussi, et qui va retourner en fait la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à présent, quand vous enquêtiez, vous étiez journaliste, vous enquêtiez sur une entreprise qui pouvait avoir fait des malversations, c'était seulement à la fin, quand vous sortiez votre enquête, que cette entreprise pouvait vous attaquer en diffamation et contredire le fait que vous ayez mis en cause, par exemple, une recette du Coca-Cola, par exemple, hein, une recette d'une fabrication qui pouvait poser problème parce que chimiquement dangereuse, etc. La loi sur le secret des affaires, en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais elle dit quoi? Elle dit: nous avons des secrets, et au nom de ces secrets, nous pouvons interrompre une enquête, nous pouvons interroger immédiatement une source, par exemple, qui donnerait des informations à un journaliste, maintenant, et pas à la fin de l'enquête, au nom de ce secret des affaires, car c'est une atteinte vitale à notre entreprise et à notre activité. C'est un retournement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est à la source, c'est aux journalistes, donc par incidence, enfin c'est à ce groupe source journaliste, de prouver qu'ils sont dans une action de bonne foi, et donc ça... eh ben, ça empêche énormément d'enquêtes potentiellement, parce que c'est déjà compliqué de travailler, ça demande beaucoup de moyens, et ça demande beaucoup de risques juridiques également. Donc si en plus de ça, vous êtes entravé dès le début, ça ne fonctionne pas. Et je terminerai avec un tout petit mot pour dire que ce secret des affaires, en fait, est déjà très protégé dans le droit commercial notamment. Donc c'était pas la peine de ressortir à nouveau une loi qui vient affaiblir la liberté de la presse, clairement, qui vient affaiblir le secret des sources, qui vient affaiblir le statut de la source. Et en gros, c'est une loi qui clairement entrave le contre-pouvoir qu'est le journalisme. Et alors justement, Virginie Marquet, sur ce secret des affaires-là, en plus du fait d'affaiblir la liberté de la presse, les contentions entre les entreprises et les médias sont réglées par des tribunaux qui ne sont pas forcément compétents en la matière. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs problèmes avec ce texte du secret des affaires. Déjà, il faut comprendre qu'au moment où il arrive, c'est déjà difficile, il y a un financement des médias qui est compliqué, et faire de l'enquête, de l'investigation économique au long cours, c'est compliqué. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis un certain nombre d'années, des investigations sont sorties, les Panama Papers, des grosses enquêtes économiques. Et là, on offre un outil finalement aux entreprises pour venir empêcher l'information de sortir avec, effectivement, comme on le dit, comme c'est un texte commercial, on peut se retrouver devant des juges commerciaux avec des sanctions financières qui sont démesurées, disproportionnées, qui n'ont rien à voir avec les sanctions devant un tribunal judiciaire classique. C'était par exemple le cas avec une enquête de complément d'enquête sur Vincent Bolloré qui avait demandé des dizaines de millions de dommages et intérêts. Oui, non, c'était pas sur le secret des affaires. Non, c'était pas le secret des affaires, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il faut pas. Pardonnez-moi. Oui, c'était sur les prothèses mammaires. Voilà, mais il faut pas minimiser un élément important, c'est la dissuasion, l'effet dissuasif de ce type de texte. C'est-à-dire que les journalistes, ils travaillent dans des sociétés qui sont des sociétés commerciales avec des équilibres financiers compliqués, et à chaque fois qu'on sort une enquête, on se demande quels sont les risques, combien ça va me coûter. Et
effectivement, le secret des affaires faisait qu'on se retrouve désormais devant des tribunaux de commerce, d'ailleurs malheureusement de plus en plus souvent. Et là, les sanctions, elles sont beaucoup plus importantes. Et qu'est-ce qui se passe ? La plupart des médias se disent « j'y vais pas ». Je ne vais pas aller faire, je n'ai aucun intérêt, déjà c'est très mal financé, et si mon risque de sanctions économiques est trop important, je n'ai aucun intérêt. Donc c'est vraiment le risque de ces textes, au-delà du fait que des gens s'en saisissent par la suite, c'est l'effet dissuasif qui empêche en fait des médias d'informer sur tout un pan de la vie économique. C'est quand même problématique. Les procédures Bayon. Alors c'est encore autre chose, les procédures Bayon, c'est autre chose. Mais ça fait partie un peu de ce panel, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit la loi de 1881, effectivement, elle ne permet pas de régler tous les problèmes sur tous les supports et sur cette nouvelle profusion d'informations qu'il y a sur différents types de supports, sur les réseaux sociaux. Et c'est incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la possibilité d'informer partout assez facilement, et c'est là où effectivement c'est encore plus difficile aujourd'hui d'avoir une information de qualité, et ça nécessite des financements importants. Tout petit exemple concret, si je peux me permettre, pour étayer ce que vient de dire Virginie. Il y avait donc il y a une très grosse affaire concernant des implants mammaires qui étaient considérés comme étant dangereux pour les femmes qui étaient opérées après un cancer du sein. Le journal Le Monde, pas n'importe qui, donc le journal Le Monde, journal de référence, avait demandé à accéder à des documents sur la manière dont étaient fabriqués ces dispositifs médicaux. Eh bien, lui ont été opposés le secret des affaires dans cette affaire. Alors, ça a pris plusieurs années, mais Le Monde a fini par gagner, mais c'est quand même, imaginez une société de presse qui soit plus petite, qui n'ait pas les moyens d'aller en justice, c'est vraiment une entrave très grave à la liberté d'informer. Une entrave qui est permise par la loi, qui est parfois imprécise. Oui. Bien sûr. Oui, alors... La loi, elle est très contradictoire. Violette Spielbout, sur justement cette imprécision de la loi. Alors, dans les travaux qu'on a menés pendant un an, moi je suis députée depuis 2022, donc c'est vrai que je n'ai pas participé aux débats qui ont donné lieu à cette loi. En revanche, dès qu'on a commencé à travailler sur le sujet d'abord de l'éducation aux médias et à l'information pour ma part, puis plus largement sur les sujets de la presse, ces sujets-là sont intervenus. Ils ont été repris partiellement dans les conclusions des États généraux de l'information, dans la recommandation 5 qui veut renforcer la protection du secret des sources et légiférer contre les procédures Bayon. En fait, contre les procédures Bayon, l'idée c'est de reprendre ce sujet d'inégalité économique entre un média, et plus il est petit et efficace, moins il a de financement pour pouvoir s'opposer à des grands cabinets d'avocats qui seraient là pour les empêcher d'agir. Et donc l'idée dans ce qui est en train d'être travaillé au niveau de la loi, c'est effectivement de pouvoir sanctionner très rapidement et rejeter très rapidement une procédure infondée, par exemple très répétitive, qui serait très répétitive sur l'ensemble des enquêtes menées par un même journal ou par un même journaliste, et de faire en sorte qu'on ne l'empêche pas de travailler. Après, aujourd'hui, c'est pas concret dans la loi. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai déposé une proposition de loi qui, pour certains, est incomplète, imparfaite, et j'invite d'ailleurs tous les contributeurs, spécialistes, experts à nous faire des propositions sur la base de cette proposition de loi qui est publique, qui est sur le site de l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup de spécialistes de chacun des articles qui viennent vers moi pour les corriger, proposer des amendements. Et puis, en parallèle, le gouvernement, le ministère de la Culture, travaille sur un projet de loi issu des États généraux de l'information. Donc moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'au-delà de nos débats, on va pouvoir concrètement essayer d'avancer et de faire en sorte que, malgré les difficultés économiques des médias, qui sont plutôt en train d'augmenter plutôt que de baisser, on puisse continuer d'avoir un journalisme qui n'ait pas peur et un journalisme de qualité qui puisse faire ses enquêtes. On voit le sujet des prothèses mammaires, c'est un sujet de santé publique et de chanter chaque femme qui a été touchée. Un sujet de santé publique qui, du coup, est... L'enquête journaliste est contrainte aussi parfois par la loi. Jean-Pierre Canet, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Violette Spielbout ? Deux choses. D'une part, dire que c'est un petit peu dommage, parce que évidemment, là, je m'inscris dans ce que vient de dire la députée sur l'esprit en fait, de la loi. Le problème, c'est que vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on ajoute en fait, des couches de loi et on pourrait s'en passer. La loi sur le secret des affaires, sincèrement, on aurait pu s'en passer. Et donc,
la voie de la raison serait de ne pas avoir voté cette loi. Vraiment, parce que là, ça rajoute un problème que du coup, on est obligé de récompenser par-dessus, et parce qu'il y a l'exception journalistique, si j'ose dire, qui est importante d'être protégée, en tout cas de la presse. Donc ça, c'est un premier constat, c'est qu'on empile les lois alors qu'on aurait pu se passer de cette loi. Ensuite, on parlait tout à l'heure d'un autre danger pour la presse, qui est la procédure Bayon. Vous avez cité ça, Noé. Oui. C'est pas la même chose, mais simplement le secret des affaires, et notamment ça apparaissait dans ce que disait la députée à l'instant, le secret des affaires peut être invoqué pour... C'est quoi une procédure Bayon? C'est le fait d'envahir un journaliste de procédure lorsqu'il sort une enquête. Typiquement, ce qui s'est passé pour nous, quand on a sorti notre livre avec Nicolas Vescovaci sur Vincent Bolloré, Vincent Tout-Puissant, on a eu une attaque en règle, mais massive, de Vincent Bolloré lui-même, de Canal+, de Vivendi, etc., sur tout et n'importe quoi dans le bouquin. 350 pages attaquées sur 400, ça c'est une procédure Bayon. Pourquoi Bayon? Parce que vous n'êtes plus dans la diffamation classique, vous êtes vous napalmez la place, c'est-à-dire que vous êtes tellement obsédé par le fait de faire condamner ces journalistes que vous les accusez de tout et de rien. Donc ça, on dépense de l'argent, ça prend du temps, ça entrave la justice, et au final, d'ailleurs, à la fin, Vincent Bolloré se désiste. Donc c'est vraiment pour fatiguer et empêcher et décourager l'enquête. Eh bien, le secret des affaires peut participer de ces procédures Bayon s'il est invoqué systématiquement ou à grande échelle. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu dommage qu'on se retrouve dans une espèce de mélange, d'accumulation de lois, alors qu'on aurait pu s'en passer. Justement, sur les procédures Bayon, la proposition de loi que vous avez déposée propose une disposition pour essayer de limiter les procédures Bayon. Oui, alors vous savez, la proposition de loi qu'on a déposée, certainement pour l'ensemble des avocats du droit de la presse, elle est tout à fait perfectible. Elle est aussi une première brique, puisque ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'acte législatif sur ces sujets-là, qui est issu d'un travail d'une année de concertation sur beaucoup de sujets. Autant la protection sociale pour les journalistes qui travaillent à l'étranger dans des médias français, que pour aggraver les sanctions lorsque un journaliste est victime d'une agression, par exemple. Donc, il y a beaucoup de sujets traités dans cette proposition de loi. Ce qui est sûr, c'est que oui, on n'a pas fait l'impasse sur les procédures Bayon, on a fait l'impasse sur d'autres sujets. Et cette proposition de loi... Elle a le mérite de poser le débat et de le susciter. Je suis très critiquée, mais aussi la porte est ouverte à beaucoup de nouvelles auditions, des historiens de la presse, des avocats qui viennent nous apporter leur contribution. Mais elle est aussi, cette proposition de loi, dans un contexte qu'il ne faut pas oublier, qui est un contexte politique extrêmement fragile en France, qui fait qu'en ce moment, rien n'avance sur le plan législatif. Donc j'entends les regrets de nos journalistes sur ce qui a été passé, mais en tout cas pour regarder vers l'avenir et essayer de trouver des solutions aux problèmes des journalistes. Et il faut en passer à nouveau par la loi. Et il n'y aura rien de simple parce que les équilibres politiques font que les votes sont très difficiles sur ces sujets-là. L'Assemblée est très clivée. Et donc, moi, je pense plutôt qu'il faut y aller par petits pas, petites avancées, qu'une grande loi qui réglerait tous les sujets portés notamment par les journalistes, eh bien, en fait, finalement, elle ne passerait pas... Ou alors, elle passerait à l'Assemblée et pas au Sénat. Et donc, à la fin, il y aurait rien du tout. Et sur les procédures Bayon, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour essayer de limiter ces attaques en justice contre des entreprises de presse? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Parce qu'il me semble, mais moi je ne suis pas juriste, que c'était une saisine, un avis donné par le juge des libertés et des détentions pour savoir si une enquête ou pas peut être motivée pour lever le secret des sources. Alors, je me permets de répondre, parce que sur les procédures Bayon, on est en ce moment dans une phase où il y a la directive sur les slap action, donc sur les procédures Bayon, qui est en train d'être votée au niveau européen. Et je ne sais pas si elle a été votée, d'ailleurs, je n'ai pas suivi tout le processus législatif, mais je sais que c'est en cours et on va avoir, je pense, un enjeu véritable, c'est au moment de la transposition. Parce qu'en réalité, ce texte européen que moi j'ai un peu analysé, il est très insatisfaisant parce qu'en France, la plupart des procédures sont sur le terrain pénal et que ce terrain pénal est exclu de la directive. Et donc, c'est vrai qu'on va avoir, l'enjeu va être en France de transposer un texte qui soit effectif dans les procédures. Parce que si 80% des procédures sont pénales et que les procédures Bayon ne concernent pas les procédures pénales, on aura de nouveau un texte qui ne sert à rien. Mais je voulais juste ajouter quelque chose sur
sur le contexte, c'est vrai que ça fait des années là que les journalistes sont entravés. On le voit, il y a des procédures en fait de plus en plus fréquentes quand des journalistes font de l'investigation. Donc il faut je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut en passer par un nouveau texte, qu'on n'a pas vraiment le choix aujourd'hui, que la procédure, malheureusement, le processus législatif est nécessaire. Le problème, c'est qu'on a déjà eu en 2016 la loi Bloch. Et à chaque fois qu'on a cette réflexion sur comment protéger mieux les journalistes, comment protéger l'indépendance, comment protéger le pluralisme, on se rend compte qu'on part avec une très grande ambition et qu'on accouche d'un texte très insuffisant. Et pour moi, c'était le constat terrible de cette loi Bloch où on avait, à la suite justement des affaires d'ingérence de l'actionnaire, hein, je ne peux pas reciter Vincent Bolloré, mais bon, il s'est illustré de façon... à de nombreuses reprises. Et c'est vrai que ces ingérences de l'actionnaire sur le contenu éditorial, cette loi Bloch, en fait, elle a fait un flop, en réalité. Qu'est-ce qu'elle a proposé ? Elle a proposé la mise en place de comités d'éthique. Ces comités d'éthique, moi, l'expérience, en tout cas, je n'ai pas une expérience dans tous les médias, mais l'expérience que j'ai eue de ces comités d'éthique, c'est qu'ils ne jouent pas du tout leur rôle. Ils sont presque un nouvel outil pour attaquer encore les enquêtes et empêcher les journalistes de faire leur travail en leur disant que vous n'avez pas bien fait votre travail. Et je ne vois pas dans l'application, dans l'exercice de ces comités d'éthique, une protection de l'indépendance des rédactions. Pas du tout, c'est presque un chemin inverse. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans la proposition de loi que vous proposez un renforcement... une généralisation des comités d'éthique. Une généralisation et en fait, je ne pense pas que ce soit on peut en discuter d'ailleurs. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution parce que ces comités, il y a tout un sujet sur qui sont ces membres, comment ils sont nommés, quelles connaissances journalistiques ils ont, parce qu'en fait, on nomme des membres de la société civile. Je comprends qu'il faille ouvrir, mais en fait, on se rend compte que le résultat est à l'inverse, peut-être parce que, justement, il y a cette défiance envers les journalistes. Les objectifs portés. Voilà. Est-ce que vous voulez répondre sur ça, Violette Spielwood ? Vous pointez une chose en évoquant la loi Bloch, c'est qu'effectivement, il y a eu une évaluation de cette loi par deux collègues, un de la majorité et un de l'opposition. C'était Isabelle Roche et Iñaki Echaiz, dans la commission des affaires culturelles à laquelle j'appartiens. Et effectivement, on voit qu'entre le moment du vote d'une loi, du débat, qui est d'ailleurs très médiatisé, quels que soient les sujets, et puis les moments d'application, une fois que ça a fait le circuit, donc déjà au Sénat, ensuite en CMP, ensuite le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, et toutes ces couches qui enlèvent tous les articles ou tous les décrets d'application qui parfois sont très éloignés de l'esprit de la loi qui a été votée, on se retrouve parfois avec des choses beaucoup moins ambitieuses que l'ambition de départ. Et puis parfois le contexte politique a évolué dans ce temps qui met parfois un an ou deux. On est la France malade quand même de la non-opérationnalité d'un certain nombre de nos lois. Donc ça nous fait aussi réfléchir sur ce qu'on propose nous. Il faut que ce soit simple, que ce soit opérationnel et que les députés, quand on vote une loi, quand on est rapporteur, on veille aussi derrière à ce que les décrets d'application soient conformes. Ils sont édités par les ministères et parfois il y a une distance très forte. Sur les sujets des comités d'éthique, là aussi, on a repris un certain nombre d'idées et de propositions des journalistes eux-mêmes, des sociétés d'édition. On a regardé aussi là où ça fonctionnait mieux qu'ailleurs, là où il y a un médiateur, par exemple. Il y a différents formats entre la presse écrite, la presse audiovisuelle, puisqu'il ne faut pas oublier non plus la liberté du citoyen, de l'entrepreneur, de pouvoir se défendre s'il estime qu'un journaliste a mal fait son travail ou répand des fausses informations. Là aussi, la proposition de loi telle qu'elle a été déposée, elle est sujette à critique sur ces articles-là, de l'article 10 à l'article 13. Mais je vous donne un exemple. Le CDJM, le Conseil de la déontologie mis en place par les journalistes, qui est lui aussi en interne contesté, hein. Il y a des pour et il y a des contre au sein de la profession, nous a fait une proposition de réécriture d'un certain nombre d'articles. Et donc, il y a eu un travail. On a travaillé plusieurs heures ensemble, ensuite des échanges de mails avec des propositions de réécriture
ou de suppression d'articles. Enfin, on voit qu'en fait, la proposition de loi, quand elle est déposée à l'Assemblée nationale, c'est ça qu'il faut bien faire comprendre aux auditeurs aussi, c'est qu'en fait, c'est un point de départ qui sera ensuite traduit par tous les amendements des différents groupes politiques et les organismes même, les syndicats, l'association des avocats experts de la presse, par exemple, qui était déjà venu vers moi sur d'autres sujets, peut tout à fait nous faire des propositions. Il ne faut pas oublier qu'un député, c'est pas forcément un expert scientifique de chacun des sujets, et on a besoin de la société civile pour faire une loi qui est utile. Si les comités d'éthique, finalement, malgré nos auditions et ceux qui le promeuvent, il est démontré que c'est pas en tout cas vers ça qu'il faut tendre, et vers plutôt d'autres solutions comme la médiation ou d'autres formats, ou le renforcement du CDJM. Moi, j'y suis ouverte, en fait. Moi, je suis très ouverte d'ailleurs au renforcement du pouvoir du CDJM, qui est pour le coup une instance très professionnelle et qui a une connaissance aussi du travail journalistique et qui a la bonne mesure et la bonne distance. Et moi, je suis même tout à fait pour aussi le fait qu'on ait des instances qui analysent le travail des journalistes, parce que la défiance des journalistes, elle passera aussi par une remise en question, en effet, de leur façon de travailler par leurs pairs, en fait, aussi. Donc, je trouve que le renforcement du CDJM, ça serait une très bonne chose, mais en effet, voilà, les comités d'éthique, par expérience, pas du tout par... à la base, je me disais que ça pouvait être une bonne chose. On a vu que dans la pratique, c'était... Par expérience, est-ce que vous pouvez nous donner des cas concrets? Oui, alors, en tout cas, sans les nommer, mais oui, je peux vous dire que sur plusieurs enquêtes, en fait, il y a eu une saisine instrumentalisée par des personnes qui ne souhaitaient pas que des enquêtes soient faites sur leur organisation, qui ont multiplié les procédures en saisissant le comité d'éthique, avec des procédures fleuves, des saisines de centaines de pages, et qui ont eu pour impact, en plus, ce qui est très compliqué, parce que le comité d'éthique est à l'intérieur du média, et à la fin, on leur dit, vous ne pouvez plus, vous devez faire les enquêtes comme ça. Enfin, moi, j'ai déjà entendu, par exemple, sur un cas, sans citer de nom, mais sur les maisons de retraite, où on nous a... on fait l'enquête journalistique sur des maisons de retraite très poussées pendant plusieurs mois, avec des informations qui n'ont d'ailleurs pas été remises en cause judiciairement. Et au final, on nous dit, vous pouvez faire ce genre de sujet, il faut faire des enquêtes sur les maisons de retraite, mais en revanche, si vous traiter de cet organisme, il faut traiter tous les autres. Et je lui dis, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Enfin, on peut pas faire de l'enquête. L'enquête, c'est un moment, on a des informations sur un établissement, et on ne va pas systématiquement aller voir, je sais pas, parce que Renault a eu un problème dans la fabrication de ses pneus, je vais pas aller enquêter sur Citroën. Voilà, je veux dire, sur tous les autres, c'est pas possible en fait de faire de l'enquête comme ça. Et c'était la demande du comité d'éthique. Il nous disait, à l'avenir, si vous faites une enquête dans un secteur, il faut que tous les établissements du secteur soient concernés. C'est une méconnaissance, à mon avis, aussi de ce qu'est l'enquête. On voulait aussi parler d'un deuxième secret qui vous concerne notamment, Jean-Pierre Canet. Un autre secret peut donc porter atteinte au droit à l'information, c'est le secret défense. En 2021, Jean-Pierre Canet, vous co-signez avec Ariane Lavrieux notamment une enquête sur l'opération Syrie en Égypte, révélant des informations secret défense sur le détournement des opérations françaises de renseignement par le régime égyptien pour commettre des exactions. Et alors que la France serait en pleine connaissance de cause, l'opération continue. Comment, dans cette affaire, le secret défense a-t-il été invoqué pour porter atteinte au secret des sources et pour essayer d'entraver l'enquête journalistique? Écoutez, en fait, il faut reprendre les choses un petit peu à la base. Il est évident que, au même titre qu'il est normal d'attaquer un journaliste quand il sort une enquête, un journaliste n'est pas au-dessus des lois, il est normal qu'il ait à répondre devant la justice, par exemple pour diffamation, il se défendra si son enquête a été solide. Au même titre, il est normal que l'État protège ses secrets. Il y a des secrets qui sont vraiment très importants, qui doivent être protégés et qui, le cas échéant, s'ils sont dévoilés, doivent être, le fait de dévoiler ces secrets peuvent être punis dans beaucoup de situations parce que ça atteint vraiment le cœur même de la République et de notre pays. Simplement, ce secret défense, il faut bien comprendre que depuis plus de 20 ans, il n'a cessé de s'étendre. C'est-à-dire qu'on l'a mal défini, on y a mis beaucoup de choses dedans, et on a fini par en donner une définition tellement vague que déjà,
peu de fonctionnaires, enfin je veux dire un fonctionnaire même qui n'est pas habilité à très haut niveau peut décréter qu'un document est secret défense. Et à l'intérieur de cette en s'appuyant sur cette mauvaise définition pas précise de ce qu'est le secret défense, on finit par y mettre, par exemple, toute une partie des activités commerciales de la France dans les ventes d'armes, et ce qui pose des problèmes majeurs, puisque en ce qui concerne l'opération Sirli, que nous avons révélée avec Disclose en 2021, il s'agissait de quoi? Il s'agissait en fait d'une opération de renseignement faite par le renseignement militaire français en Égypte, qui était secrète, donc c'était une opération secrète, mais qui avait été demandée par le pouvoir égyptien, en l'occurrence M. Sisi, d'être faite en contrepartie d'achats d'armes à la France, puisque l'Égypte faisait bon an mal an, était promis au deuxième client de la France en matière de vente d'armes. Et donc c'était une sorte de deal qui s'est produit, jusque-là encore tout va bien, sauf que cette opération de renseignement permettait, donc c'était les Français qui récoltaient des informations, notamment à la frontière libyenne, et avec ces informations, ils devaient vérifier quel était le trafic, en fait, les gens qui traversaient cette frontière, il y avait un peu de tout, des trafiquants, des petits voyous, des gens tout à fait normaux, qui étaient souvent pauvres d'ailleurs, qui vivotaient dans le désert, et puis des terroristes, il y avait aussi du trafic d'armes. Et donc il s'agissait de faire le tri entre tout ça, et d'informer les Égyptiens de qui passait, et comment, et pourquoi. Or, les militaires qui participent à cette opération s'aperçoivent très vite que ces informations qui sont données aux Égyptiens permettent une action immédiate dans les minutes ou dans les heures qui suivent de la chasse égyptienne qui fait décoller des avions et qui vient souvent bombarder, tirer sur les gens qui traversent cette frontière et qui sont dans le désert. C'est-à-dire que non seulement il s'agit d'une attaque, enfin de ce qu'on appelle des exécutions extrajudiciaires, ou en tout cas des tentatives qui peuvent mener à des exécutions extrajudiciaires. Donc la loi, même en Égypte, régime autoritaire, ne régit rien du tout, ne décide de rien du tout. Vous donnez des renseignements à l'armée égyptienne qui immédiatement agit en assumant le fait de pouvoir tuer ou blesser des gens, en mélangeant tout le monde en plus. Donc c'était ça le sujet. Les militaires de cette opération s'en sont plaints auprès de leur hiérarchie, et puis au bout de 3-4 ans, écoutez, au bout d'un moment, un certain nombre de sources se sont dit, ça suffit, ça ne bouge pas, donc il faut que des journalistes s'en emparent. Donc on est là dans un problème qui est d'intérêt public, puisque une opération qui est sous le secret défense, qui sort complètement de sa nature, si on s'en tient à la stricte définition du secret défense, ne peut pas être interrogée par un contre-pouvoir, y compris par les députés, par exemple. Le contre-pouvoir de l'Assemblée nationale face aux opérations militaires ou de renseignement en France est très faible. Il est encore plus faible quand ça concerne la presse, puisque immédiatement, quand vous mettez votre nez dans des affaires de secret défense alors que l'intérêt public est manifeste, puisque l'opération était détournée de sa nature, eh bien vous risquez 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. C'est quand même beaucoup. Et vous êtes traité au même niveau qu'un traître à la nation. Et je ne cesse de dire, quand on parle de cette affaire, que nous, journalistes, dans cette situation, sommes des patriotes, au sens où nous interrogeons la France sur le sens de ces ventes d'armes et le sens de ces opérations militaires. Et sans ce contre-pouvoir, je le redis, patriote, au sens où il veut que ce système fonctionne mieux, eh bien, il est immédiatement criminalisé ou il risque de l'être. C'est ça le sujet. Et ensuite, il est normal qu'un État veuille chercher les sources. C'est normal. Mais simplement, la définition du secret défense et la particularité du secret défense fait qu'il a tous les moyens pour chercher et que les journalistes face à ça n'ont pas les moyens de se défendre, n'ont pas forcément les moyens de protéger leurs sources. Voilà, c'est ça le problème. Et cette affaire a été très médiatisée, notamment avec Ariane Lavrieux, qui a été convoquée, qui a eu des perquisitions chez elle. Vous étiez son avocate, Virginie Marquet. Comment est-ce que vous réagissez? Alors récemment, elle a été placée sous le statut de témoin assisté. Elle n'a pas été mise en examen pour cette affaire-là. Qu'est-ce que ça dit justement de la place du secret défense, de la notion du secret défense? Comment elle peut entraver le travail des journalistes?
Elle entrave le travail des journalistes parce que là, comme on le dit, c'était une enquête d'intérêt public. C'était indispensable que cette affaire sorte, il me semble, même pour tout citoyen. Il fallait qu'on arrête ces exécutions extrajudiciaires. Mais la difficulté, c'est vrai, c'est que le secret défense, c'est quelque chose, c'est une espèce de truc très opaque. On ne sait pas ce qu'on peut mettre dedans. Tout peut rentrer dans le secret défense. Et donc, ça a permis de considérer que le travail de cette journaliste, plusieurs années après qu'il a été publié, qu'on intervienne chez elle. Il y a une perquisition à son domicile. Elle a été placée en garde à vue pendant 39 heures. Donc c'est vrai qu'on se demande est-ce que c'est la place des journalistes qui ont fait leur travail, qui ont bien fait leur travail. Et ils peuvent répondre, encore une fois, devant les tribunaux de leur travail. Mais de là à aller en garde à vue, en prise, en détention, voilà, avec une perquisition à son domicile et surtout une possibilité d'accès à toutes ces sources, en fait, même si c'était en présence d'un magistrat, ils ont eu accès à toutes ces sources. Au final, pour arriver d'ailleurs à un résultat, qu'elle soit placée sous statut de témoin assisté, donc on se dit... Le seul intérêt, le journaliste a été un outil pour pouvoir accéder aux éléments, aux sources, et ça pose question, ça pose de graves questions. Donc, moi, je pense que le secret défense est aujourd'hui manié, est aujourd'hui utilisé comme un outil contre les journalistes, qui me paraît très problématique. Une réaction sur ça, Violette Spielbout. Est-ce que le fait que des sources internes au renseignement qui aient transmis ces documents sur l'opération Sirli ne montre pas aussi la limite du secret défense dans ce cas-là ? D'abord, ça montre la limite et qui doit nous interroger tous lorsqu'on a connaissance d'un fait qu'on estime délictueux ou détourné de son objet premier, qu'on en fait part à sa hiérarchie, que ce soit dans l'entreprise, dans la fonction publique, et que ça ne bouge pas pendant 3, 4 ans, eh bien, on voit que là, c'est important d'avoir une presse indépendante, une presse qui protège ses sources, pour que les journalistes fassent le travail de préalable à la justice, en fait, de reconnaissance des victimes, de dénonciation de faits. Et donc, je pense qu'il faut rappeler ce rôle des journalistes, et il faut qu'on préserve ça aussi. Quelque part, la loi de 1881, son esprit sur l'indépendance, la liberté de la presse, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour combattre l'opacité, pour combattre le manque de transparence, pour combattre les baronnies ou les arrangements. Et la politique française pâtit énormément de cette image, comme partout dans le monde, mais en France aussi. Et donc, les Français n'ont plus confiance en la politique. Donc, quelque part, j'entends ce mot de patriote et je le partage. Je pense qu'on a tous le même objectif, c'est qu'on aime notre pays. On veut que notre démocratie, elle soit préservée dans ce qui la menace aujourd'hui. Sur le secret défense, ce que je comprends dans les batailles juridiques entre le ministère de la Justice, le ministère de la Culture sur ces sujets qui sont extrêmement complexes depuis quelques années, c'est qu'il faut effectivement réduire le périmètre de l'impératif prépondérant d'intérêt public qui peut être invoqué pour lever le secret des sources. Et ce qui est proposé dans les travaux qu'on a fait, pas qu'on a inventé seul, mais qu'on a fait avec les professionnels de ces questions, c'est d'avoir une autorisation préalable d'un juge des libertés de la détention avant tout acte d'enquête ou d'instruction qui permettrait ces perquisitions ou ces gardes à vue. C'est-à-dire d'avoir une procédure spécifique. Alors vous allez me dire, on ne va pas dans le sens de la simplification, mais je crois que c'est essentiel parce que on a... D'abord, un droit européen, une Cour européenne des droits de l'homme qui fonctionne plutôt comme ça sur cette question-là. Donc, il faut harmoniser les pratiques. Et puis, il faut surtout que les Français, moi je pense aux citoyens, parce que nous, en tant que députés, on représente les citoyens, continuent d'avoir confiance en leur État. Et donc, l'affaire Arielle Lavrieux, elle a beaucoup ébranlé nos convictions. Et je trouve intéressant d'ailleurs d'avoir aujourd'hui sur ce plateau de podcast 2 acteurs majeurs qui connaissent parfaitement les dessous de ce sujet. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'époque, Arielle Lavrieux n'avait pas été tellement soutenue par la classe politique, notamment par la majorité présidentielle, notamment par le gouvernement, qui n'avait pas tellement adressé un discours qui allait dans le sens de la liberté de la presse.
Je pense qu'il y avait une gêne certaine liée au secret de défense. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez, quand on est dans le risque terroriste, quand on est dans le monde aujourd'hui avec ces guerres et ces relations diplomatiques si fragiles, et je trouve que c'est même peut-être pire aujourd'hui qu'au moment de l'affaire Ariane Lavrieux, quand on est député, quand on est membre d'un gouvernement, mais qu'on n'est pas ni aux affaires européennes, ni sur la géopolitique internationale, on se garde de faire des commentaires sans connaître les dessous. Et voilà, dès qu'on parle de secret national, de protection des intérêts de la France, il y a beaucoup de prudence. Moi, je peux le comprendre. Si j'avais été interrogée à ce moment-là, je ne me serais pas, je pense, prononcée sur les détails de l'affaire, parce qu'après, c'est comme on voit aujourd'hui. Après, il y a les réseaux sociaux, il y a les articles en soutien des journalistes à leurs confrères, et donc on part dans quelque chose où il faut rentrer dans tous les détails et se faire sa propre opinion. C'est toujours mieux avec du recul. À chaud, c'est plus compliqué. C'est pas tellement ce qui se passe en ce moment. Les réactions à chaud et les commentaires sur l'actualité sont assez récurrents. L'affaire Betaram aujourd'hui pose les mêmes questions. Elle mélange le politique, les violences faites aux enfants sur de nombreuses années, le travail journalistique, le travail de la justice. Et donc, avant de parler, il faut effectivement faire attention. Tout le monde ne prend pas le recul avant d'évoquer. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que ça part, malheureusement, avec les réseaux sociaux, parfois ça part n'importe comment. Non, je voulais juste ajouter, oui, sur l'affaire de secret défense d'Ariane Lavrieux. Moi, j'entends très bien le risque terroriste, ce qu'on a voulu protéger, les intérêts fondamentaux de la nation. Ma question, c'est quand même, sans rentrer dans les détails de l'affaire, et c'est toujours plus complexe qu'on ne le pense, je m'interroge sur est-ce que c'est la place d'un journaliste d'être placé en détention et mis en garde à vue pendant 39 heures, comme d'ailleurs le serait un terroriste. Donc je trouve que... Sur les méthodes. Sur la méthode, il y a quand même un vrai sujet, et c'est vrai que c'est là peut-être où on a manqué de réaction de la part du gouvernement. Je trouve que sans rentrer en effet dans un débat qui est compliqué sur le secret défense, il y a un vrai débat à avoir d'ailleurs, je pense, sur qu'est-ce qu'on place sous le sceau du secret défense, et plus de transparence, parce que cette opacité, ça questionne. Est-ce qu'un journaliste peut aujourd'hui en France être placé en garde à vue ? Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette garde à vue a été extrêmement médiatisée, on s'en est ému dans l'opinion publique, mais il y a quelque temps, il y a eu une autre garde à vue d'un journaliste qui est un peu passé sous silence, je trouve. Et lui, il a été placé en garde à vue parce qu'il a été carrément arrêté en plein, alors qu'il était en discussion avec une source, visiblement. Ils ont été arrêtés en flagrant délit, j'ai envie de dire, et placé en garde à vue. Et donc, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, ça va être systématisé ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre un journaliste en garde à vue comme ça parce qu'il fait son travail de journaliste ? Oui, et je ne crois pas que le travail de journaliste porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ou alors, je me perds. Mais... En tout cas, c'est un débat en soi qui pourrait... Est-ce qu'un journaliste peut être placé en garde à vue ? Parce que c'est aussi un citoyen. Il y a la limite et la frontière entre l'acte journalistique. Dans l'acte journalistique, voilà. Je dis bien, parce que je ne passe pas placé en garde à vue si le journaliste fait des actions. Il sera mis en garde à vue comme tout citoyen. Mais est-ce qu'un journaliste qui exerce sa mission d'information, donc une mission d'intérêt public, c'est une mission démocratique, et on vous en parlait un peu dans votre proposition de loi quand vous parlez du statut protégé qu'il faudrait donner aux salariés protégés, de salariés protégés ou de circonstances aggravantes aussi, j'ai lu, je crois, en cas de violence envers un journaliste. Le journaliste, c'est pas la personne, le citoyen, c'est quand le journaliste exerce sa mission d'intérêt public, en fonction, est-ce qu'il peut être placé en garde à vue ? Moi, je m'interroge sur ce phénomène qui n'a jamais existé auparavant. Jamais un journaliste avant n'a été quasiment placé en garde à vue en France. C'est récent depuis cette affaire Ariane Lavrieux. Et je vous dis, là, ça vient d'être réitéré et de façon un peu silencieuse, ce que je trouve un peu inquiétant. Et oui, le politique s'en empare pas tellement, en fait, de cette question de la méthode et de la mise en garde à vue d'un journaliste. Il s'en empare à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde devient terroriste. Par exemple, vous voyez, on est dans cette époque où on disqualifie les gens très très vite. En gros, un journaliste, par exemple, qui enquêterait sur le terrorisme, qu'il soit djihadiste ou qu'il soit d'extrême droite, par exemple, s'il rencontre des sources qui sont très proches de ces gens qui pourraient être susceptibles de passer à l'action, immédiatement,
on peut, dans le contexte actuel, il peut être considéré comme complice du terrorisme. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que le secret défense qui a eu une définition extrêmement large ces dernières années. Il y a tout un tas d'autres choses. Le terrorisme, par exemple, a une définition d'une largesse impressionnante. Et donc, vous ne pouvez pas continuer dans cette route-là, dans ce cheminement-là, à disqualifier tout le monde, en mettant tout le monde à l'amende, en disqualifiant chaque action qui touche à ce sujet. Et c'est exactement l'époque dans laquelle nous sommes. En un mot, on peut disqualifier quelqu'un. Je suis d'accord là-dessus et c'est sûr que la crainte des attaques terroristes change notre rapport effectivement au risque en général. Après, sur le sujet de la méthode, de la garde à vue, il faut peut-être rappeler que c'est pas le politique qui met en garde à vue. Il y a des magistrats, il y a une justice, donc il y a toute la colère des Français et des journalistes et des entrepreneurs et des citoyens sur le fonctionnement de la justice aujourd'hui, qui donne beaucoup à revoir et pas que dans le sujet de la presse, dans le sujet des violences faites aux femmes ou des violences sexuelles. Moi, je suis marquée en tant que députée à quel point je suis interpellée sur des affaires et sur la façon dont elles sont conduites. Donc, il y a aussi un sujet de la magistrature. Je pense qu'on est aussi à un moment où on dit que tout est politique. Moi, peut-être ça sera mon mot de la fin, dans le sujet du droit de la presse et en tout cas de l'évolution du cadre de travail des journalistes et de leur protection, je pense qu'il faut aussi que les journalistes, les syndicats, les organismes professionnels, les avocats spécialisés se mobilisent pour être force de proposition de leurs propres évolutions, notamment par rapport, je reviens au sujet du numérique, de la transformation des usages, parce que moi, ce qui m'a marqué dans l'ensemble des auditions qu'on a menées depuis un an, c'est à quel point toute la profession est très divisée, très peu organisée sur le plan, par exemple, des évolutions législatives. Et du coup, moi, je suis très critiquée à faire des propositions, mais en face, en fait, on a quelque part aussi une partie de la profession, pas toute, mais qui n'a pas très envie de changer. Et moi, je suis inquiète pour elle, pas par le politique, mais par l'économique, c'est-à-dire par les plateformes, par la dépendance aux réseaux sociaux, par les ingérences, la désinformation, la gouvernance des médias. Et c'est ça peut-être la première menace. Et il faut aussi que la profession s'organise. Il y a l'intelligence artificielle, on en parlait avant cette émission. Et tout ça, c'est une révolution en fait pour vous. Et je pense qu'il faut que le politique et les journalistes dans la profession continuent de travailler ensemble parce que sinon on est tous en danger. Et donc notre pays. Voilà. Jean-Pierre Canet, j'ai eu l'impression que vous vouliez réagir. Non, c'est-à-dire que je crois qu'on doit tous faire un petit effort, si je peux me permettre, madame la députée, je crois que votre loi, elle va dans le bon sens, effectivement, mais je crois qu'il ne faut pas aboutir à des solutions qui soient des solutions, entre guillemets, au milieu, c'est-à-dire, il est beaucoup question en ce moment de l'extrême-centrisme, je ne vais pas partir là-dessus, parce que ce ne serait pas très, c'est un autre débat. Très honnête d'étayer mon propos là-dessus, mais simplement, vous voyez, je pense que votre loi va dans le bon sens, mais par exemple, typiquement, résoudre des problèmes journalistiques avec des comités d'éthique dont on ne connaît pas vraiment la nature, dont on ne connaît pas vraiment le pouvoir au sein d'une entreprise comme France Télévisions par exemple ou TF1, ça c'est quelque chose, je vous demande en fait de sortir de ce macronisme qui a toujours abouti jusqu'à présent à des lois qui sont finalement, c'est 50% pour les uns, 50% pour les autres. Là, il y a un truc très simple à faire. Il faut savoir comment on sanctionne, comment on peut juger du bien fondé d'un fait journalistique et d'une enquête journalistique. Je crois que votre loi doit progresser en ce sens, si je peux me permettre. Et je vous rejoins complètement sur le fait que la profession journalistique a beaucoup de travail à faire. Moi, je vais même plus loin que vous. Je pense qu'il y a une perte de connaissance de ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'au sein même de nos rangs, dans nos rangs, chez les journalistes, et c'est notamment dû au fait que le journalisme s'est beaucoup éditorialisé ces dernières années, où finalement n'importe qui donne son avis sur un plateau télé en ayant une carte de presse, il n'a aucune légitimité pour le faire, mais tout va bien, et puis s'il pouvait même se passer de vérifier de ce qu'il raconte, c'est encore mieux, c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui, et il n'y a pas que CNews, hein, c'est bien plus large que ça, mais CNews est vraiment le bon exemple pour ça. Et en même temps, je pense qu'il y a, petit jeu de mots, et en même temps, je pense qu'il y a une méconnaissance, une perte de connaissance de ce qu'est par exemple l'enquête dans nos rangs. C'est-à-dire que beaucoup de journalistes aujourd'hui ignorent même
quels sont les principes de l'enquête, pourquoi il faut vérifier une information auprès de plusieurs sources indépendantes. Cette éthique de base, elle est même perdue dans nos propres rangs. Donc bien sûr qu'on doit balayer devant notre porte, mais je crois vous aussi. Ça marche. Oui, et pour dire un mot sur l'absence de mobilisation de la profession journalistique, je pense qu'aussi elle a été tellement précarisée ces dernières années avec un financement qui est de plus en plus réduit. Il n'existe pas d'instance en réalité qui peut en fait venir défendre la profession de manière collective. Et ça, c'est une vraie piste de réflexion, je trouve, à avoir, parce qu'on le voit. Moi, je reviens à mon expérience, mais on a créé avec Jean-Pierre et d'autres journalistes il y a quelques années l'association Informer n'est pas un délit. Et on a eu beaucoup de mal à la faire vivre, cette association, en réalité parce qu'on n'en a pas les moyens. Tous les journalistes sont extrêmement occupés, ils doivent travailler pour faire des rentrées économiques, ce sont des citoyens comme les autres. Et malheureusement, personne ne dispose de ce temps. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir vraiment, ça c'est une piste intéressante, à une instance pour représenter la profession, pour dégager ce temps, pour que vous ayez des vrais interlocuteurs du terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est important d'avoir tous les interlocuteurs que vous avez eus, mais les journalistes qui sont les premiers sur le terrain à pouvoir partager cette expérience, c'est eux qui doivent être représentés, et c'est ce qui manque aujourd'hui en France, je pense. Voilà. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été présents pour ce podcast. Merci également à Hugo Leformeron et Thomas Taylor qui étaient à la technique. Le Lilbertin produit une information gratuite, libre et indépendante. Alors n'hésitez pas à nous soutenir sur lelilbertin.fr/don au pluriel. À bientôt pour un nouvel épisode de Duplex.